Elle vient de Chicago. Lorsque nous l'avons rencontrée pour la première fois, elle s'exprimait aux côtés de médecins et de chirurgiens américains qui revenaient de Gaza. Elle exprimait la solidarité du mouvement pour les vies noires au peuple palestinien. Elle exprimait que la machine de guerre qui écrase le peuple palestinien est la même qui opprime les Noirs américains. Elle parlait du Black Panthers Party. La parole est maintenant à la co-directrice du mouvement pour les vies noires, Amara Eniya. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. À mes camarades du Royaume-Uni, c'est les seuls mots que je connais en français. Bon après-midi, c'est formidable d'être ici avec vous. J'aimerais commencer par remercier beaucoup de mes camarades, paix aux camarades. À une époque où nous avons besoin de paix, je dis toujours paix aux camarades. J'aimerais aussi remercier ceux qui ont partagé ces messages importants. Aujourd'hui, j'ai entendu ma famille au Royaume-Uni. Le bien-être, mais pas la guerre, ou l'aide sociale, mais pas la guerre. Je crois que j'ai entendu quelque chose à propos de Macron. Démission, Macron démission. C'est ça que j'ai entendu. J'apprécie cela. Il faut adapter cela en anglais pour les États-Unis maintenant. On doit adapter cela à notre président actuel aux États-Unis. Et ensuite, je pense que c'était mon collègue espagnol qui a dit « El pueblo unido ne sera jamais vaincu. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. » Voici les messages qu'il faut faire passer en quittant la salle aujourd'hui. Je pense que venir ici et des États-Unis, des plus grandes villes des États-Unis comme Chicago, de la côte ouest également. D'ailleurs, le Nigeria aussi. Oui. Je dois souligner ces identités, les mettre en avant. Elles sont critiques pour l'analyse que nous devons pousser aujourd'hui à regarder la direction où nous allons et quel est le mandat actuellement. Je suis heureuse de voir que le mandat actuel parle de pouvoir. Mais il ne s'agit pas simplement du pouvoir pour le pouvoir, il ne s'agit pas simplement du pouvoir qui recherche à dominer, c'est un pouvoir qui doit être solidement ancré dans l'amour. Et je sais que ce n'est pas forcément très intuitif, c'est peut-être un peu contraire à ce que l'on entend habituellement. Être contre la guerre, toute guerre est menée dirigée avec amour, c'est ce qui est requis à l'heure actuelle, c'est ce qui est nécessaire. Et c'est la seule chose qui va construire le mouvement massif qui, nous savons, est nécessaire pour protéger nos vies et assurer notre survie. La situation aux États-Unis, et mes camarades en ont parlé, ils ont parlé de ce qui se passe là-bas. Nous envoyons environ 3 milliards de dollars à Israël chaque année pour financer leur guerre. Voilà le chiffre que nous connaissons, mais ce n'est pas forcément le chiffre exact des sommes dépensées au soutien du génocide, apartheid et guerre en Israël.
La situation aux États-Unis est telle qu'on nous dit que nous ne pouvons pas avoir accès à la santé. Voici. Mais par contre, nous dépensons des milliards à financer la guerre en Europe, en Ukraine et en Russie. Voilà les messages que nous obtenons aux États-Unis. Nous avons des gens dans les rues. Si vous visitez n'importe quelle ville aux États-Unis, vous avez des personnes à la rue et qui ont été abandonnées par l'État, par le système. Voilà la situation que nous avons aux États-Unis, qui sont déterminés à dépenser encore plus d'argent pour la guerre. Même changer le département de la défense à le département de la guerre pour allouer plus de ressources pour avoir la destruction et la mort partout dans le monde. Alors il y a un contexte. Dr. King croirait, le révérend Martin Luther King, un de nos freedom fighters, défenseur de la liberté, pensait que quiconque se sentait touché par la liberté aux États-Unis ne peut ignorer la guerre actuelle, le combat actuel. Il disait ça il y a des décennies et c'est toujours vrai. Il a dit à l'Amérique alors que si on dépense 35 milliards de dollars par an pour faire une guerre au Vietnam et 20 millions pour mettre un homme sur la Lune, envoyer un homme sur la Lune, on peut dépenser des milliards de dollars pour aider les enfants des hommes afin qu'ils puissent avancer aujourd'hui. Il parlait de nos priorités. Nos priorités pour mettre fin à la... Alors sont-elles pour mettre fin à la destruction? Sont-elles pour l'humanité? Je parle en tant que citoyenne. Je suis ébahie par la voie que nous prenons. Je parle en tant qu'Américaine. Les initiatives dans cette guerre, ces guerres, sont les nôtres. Les initiatives pour les arrêter, pour y mettre fin, doivent être nôtres. C'est notre responsabilité pour ceux qui sont prêts à arrêter ces guerres. Nous ne pouvons attendre. Nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas attendre que nos leaders le fassent pour nous. Il faut les forcer à le faire. Nous ne pouvons pas regarder ou nous tourner vers d'autres pays pour qu'ils agissent pour notre compte, parce que nous sommes au cœur de ces empires qui sont responsables de la destruction, de l'exploitation et de la colonisation du monde entier. Il faut élever nos voix une fois pour toutes. Nous devons sonner l'alerte. On nous en perd. Les Noirs aux États-Unis sonnent l'alarme depuis des générations. Et nous devons prendre conscience que jusqu'à ce que nous soyons tous libres, personne n'est libre. Cela veut dire que les Noirs aux États-Unis ne sont pas juste un problème pour les Noirs aux États-Unis, mais le poids de l'apartheid en Israël, en Palestine, n'est pas simplement un problème palestinien, mais tous ceux qui sont esclaves dans les continents et des pays qui sont exploités par l'architecture financière internationale n'est pas un problème des peuples africains là-bas, de ces personnes au Brésil ou de ces personnes en Argentine. C'est notre problème à toutes et à tous. La grande vérité est que l'apartheid n'est acceptable nulle part. Le génocide est inacceptable, que ce soit en Namibie, au Rwanda, au Kosovo ou à Gaza. C'est inacceptable partout. Ce que cela veut dire, c'est que la seule manière d'avancer pour nous tous est la solidarité radicale.
du Nigeria jusqu'au Brésil, du Nicaragua au Botswana, France, Japon et jusqu'en Indonésie, nos destins sont interconnectés. Nous ne construirons pas le monde que nous avons besoin de construire. Nous ne pourrons pas construire les mondes qui sont nécessaires si nous les construisons sur cette réalité existante comme modèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons rejeter le statu quo. Nous ne nous soumettons pas à une réalité qui met le profit au-dessus des personnes. Nous ne nous soumettons pas à une réalité qui pense que le bien-être n'est seulement que pour les super riches. Nous ne nous soumettons pas et nous n'accepterons pas que les oligarques, ceux qui veulent régner par la force, déshumaniser les hommes et les femmes, nous ne les laisserons pas régner sur ce monde et nous ne laisserons pas déterminer les caractéristiques du monde dans lequel nous vivons. Ainsi, mes commentaires aujourd'hui nous appellent à un mandat supérieur, l'un qui va au-delà des races, des religions, qui se place au-dessus de l'ethnicité, au-dessus des nationalités. J'en appelle à un mandat supérieur qui reconnaisse notre humanité partagée. Et j'aimerais invoquer les esprits de nos grands révolutionnaires parce que, en fait, c'est une époque révolutionnaire. Ces révolutionnaires qui ont été les témoins des atrocités du statu quo. Et ils pensaient que quelque chose pourrait être différent. Ils étaient là pour penser que même si l'on ne voit pas les choses de nos yeux, elles sont possibles et on peut créer ce nouveau monde. Ces révolutionnaires-là, dans ma tradition, on reconnaît nos ancêtres qui sont avec nous et qui nous aident à poursuivre. J'ai parlé du révérend Martin Dr. King, Malcolm X, le grand panafricaniste, qui avait compris, qui comprenait qu'il ne s'agissait pas simplement des droits civiques, mais des droits de l'homme, qu'il faut aller au-delà des nations, être ensemble de manière mondiale, globale. J'invoque le nom de Thomas Sankara. De grands panafricains et féministes qui comprenaient ce que cela voulait dire de travailler pour les peuples, parmi le peuple. Et j'invoque le nom de Steve Biko d'Afrique du Sud. J'invoque le nom de Winnie Mandela, qui a eu moins d'attention que son mari, mais qui est tout aussi responsable de la libération des peuples d'Afrique du Sud. J'invoque le nom de Patrice Lumumba. Et bien sûr, il y en a bien d'autres, mais je finirai avec l'invocation de notre ancêtre le plus récent aux États-Unis, qui est passé à Cuba, Paul Shakur, un de nos grands libérateurs. De manière continue, ils sont avec nous, ils continuent à nos côtés pour ce combat, mais nous devons penser que nous trouvons du bon côté et que nous prévaudrons, que il ne s'agit pas de ce que l'on voit avec nos yeux. Ce que nous avons à l'esprit, notre imagination, est en fait un testament de ce qui est possible. Parce que nous imaginons un monde sans guerre, cela veut dire que c'est en réalité possible. Après tout, le monde actuel dans lequel nous vivons est sorti de l'imagination de certaines personnes. Le système du capitalisme n'est pas juste apparu comme ça. Ce n'est pas par défaut que ce système existe. Il a été créé et perpétré. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes y croient. Simplement, nous avons le même pouvoir de créer un monde qui se base sur les droits et la dignité de tous les peuples.
Et en imaginant cela, cela veut dire que nous avons un devoir de faire en sorte que cela devienne une réalité. Nous avons une responsabilité de créer ce monde. Nous ne sommes pas simplement des observateurs du chaos qui existe à l'heure actuelle. Nous devons rétablir l'ordre et un ensemble nouveau de valeurs comme base pour le monde que nous méritons tous. Voilà le mandat que nous avons à cette époque. Nous devons reconnaître que le pouvoir des peuples est plus grand que le pouvoir des États. Laissez-moi dire et répéter à nouveau, parce que je crois que parfois on pense que ceux qui sont à la Maison-Blanche ou en France, ou où que ce soit dans le monde, aient ce pouvoir. Nous détenons le pouvoir. Nous sommes plus nombreux qu'il y a des personnes dans leur camp. Et nous devons agir sur cette croyance. Et c'est une époque où ce n'est plus un choix entre la violence, la non-violence. C'est un choix entre la non-violence ou la non-existence. Nous avons un choix entre la guerre ou une existence qui peut se poursuivre. Et avec ça en tête, j'aimerais revenir à ce que j'ai dit au début de mon discours sur l'amour qui doit jouer une part essentielle dans notre travail. Le pouvoir doit être enraciné dans l'amour pour être légitime. Et l'amour est en réalité quelque chose de révolutionnaire, que personne ne vous contredise à ce sujet. Nous ne pouvons pas mener le peuple ou être parmi le peuple si nous ne les aimons pas. Si nous ne l'aimons pas, il faut garder cela à l'avant-poste. Et donc, je vais clore avec... C'était une réunion du Black Panther Party, des révolutionnaires, donc un parti aux États-Unis. Une phrase qu'ils répétaient et ils levaient leur poing, le poing droit, et je vais demander à chaque personne dans la salle, ceux qui peuvent se lever et lever votre poing en l'air, de le faire. Et je vais démarrer avec une affirmation de libérer la Palestine. Et puisque nous y croyons et que nous pouvons le voir, ce sera le cas. Et ce pouvoir nous appartient afin d'en faire une réalité. Donc j'aimerais que vous répétiez avec moi, pouvoir au peuple, pouvoir au peuple, et que ce soit ainsi.